L'apprentissage non supervisé est une branche du machine learning qui traite des données non étiquetées. Contrairement à l'apprentissage supervisé, où les algorithmes apprennent à partir d'exemples étiquetés, les algorithmes d'apprentissage non supervisé visent à découvrir des motifs, des structures et des relations au sein des données sans conseils explicites. Cela rend l'apprentissage non supervisé particulièrement précieux pour explorer des ensembles de données volumineux et complexes où l'étiquetage est impossible ou coûteux. L'apprentissage non supervisé joue un rôle crucial dans diverses applications de l'intelligence artificielle, notamment le clustering, la réduction de la dimensionnalité et la détection d'anomalies. Le clustering est une tâche fondamentale de l'apprentissage non supervisé qui consiste à regrouper des points de données similaires en clusters. L'objectif est de maximiser la similarité au sein des clusters tout en minimisant la similarité entre les différents clusters. Les algorithmes de clustering sont essentiels pour des tâches telles que la segmentation de la clientèle, la segmentation d'images et l'analyse de documents. Le K-means est un algorithme de clustering populaire qui vise à partitionner un ensemble de données en K-clusters distincts. L'algorithme affecte de manière itérative les points de données au centroïde du cluster le plus proche et met à jour les centroïdes en fonction des points affectés. Ce processus est crucial pour garantir que les clusters soient aussi précis que possible. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que les affectations de clusters se stabilisent ou qu'un nombre maximal d'itérations soit atteint. Cela permet de s'assurer que l'algorithme ne tourne pas indéfiniment. L'algorithme des K moyennes peut être résumé comme suit. Initialiser aléatoirement K centroïdes de cluster, affecter chaque point de données au centroïde du cluster le plus proche, mettre à jour les centroïdes de cluster en fonction de la moyenne des points de données affectés, et répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à convergence. La convergence est atteinte lorsque les centroïdes ne changent plus de manière significative. La distance entre un point de données et un centroïde de cluster est généralement mesurée à l'aide de la distance euclidienne, où x représente un point de données, m représente un centroïde de cluster, et i représente les dimensions des données. Cette méthode permet de gérer des données multidimensionnelles de manière efficace. Le clustering hiérarchique est un autre algorithme de clustering largement utilisé qui construit une hiérarchie de clusters permettant une meilleure compréhension des relations entre les données. Contrairement aux K moyennes, le clustering hiérarchique ne nécessite pas de spécifier le nombre de clusters à l'avance, ce qui le rend plus flexible. Au lieu de cela, il crée une structure arborescente appelée dendrogramme, qui représente les relations entre les points de données de manière visuelle et intuitive. Il existe deux principaux types de clustering hiérarchique. Le clustering agglomératif, qui commence par chaque point de données comme un cluster distinct et fusionne de manière itérative les clusters les plus proches jusqu'à ce que tous les points de données appartiennent à un seul cluster. L'autre type est le clustering diviseur, qui commence par tous les points de données dans un seul cluster et divise récursivement le cluster en clusters plus petits, jusqu'à ce que chaque point de données forme son propre cluster. Cette méthode est très détaillée. Le clustering hiérarchique est particulièrement utile pour la biologie évolutive et l'analyse des réseaux sociaux, car il permet de visualiser les relations complexes entre les entités. Section 5. L'analyse en composantes principales, ou ACP, dévoile les structures cachées au sein des données. L'ACP est une technique de réduction de la dimensionnalité qui transforme un ensemble de données en un nouvel ensemble de variables non corrélées appelées composantes principales. Ces composantes principales sont classées par ordre décroissant de la quantité de variance qu'elles expliquent dans les données d'origine. L'ACP vise à trouver les directions ou composantes principales le long desquelles les données varient le plus. La première composante principale capture la direction de la variance maximale. La deuxième composante principale capture la direction de la deuxième variance la plus élevée orthogonale à la première, et ainsi de suite. Section 6. Valeurs propres et vecteurs propres sont l'essence de l'ACP. Les valeurs propres et les vecteurs propres jouent un rôle crucial dans l'ACP. Les vecteurs propres représentent les directions des composantes principales, tandis que les valeurs propres indiquent la quantité de variance expliquée par chaque composante principale. Pour effectuer une ACP, nous suivons généralement les étapes suivantes. Premièrement, calculer la matrice de covariance des données. Deuxièmement,
calculer les vecteurs propres et les valeurs propres de la matrice de covariance. Troisièmement, trier les vecteurs propres par ordre décroissant de leurs valeurs propres correspondantes. Quatrièmement, sélectionner les k meilleurs vecteurs propres, où k est le nombre de dimensions souhaitées. Enfin, projeter les données d'origine sur les vecteurs propres sélectionnés pour obtenir la représentation en dimension réduite. Section 7. Réduction de la dimensionnalité, simplifier les données complexes. Les techniques de réduction de la dimensionnalité visent à réduire le nombre de variables dans un ensemble de données tout en préservant autant d'informations pertinentes que possible. Ceci est particulièrement utile pour améliorer l'efficacité des calculs en réduisant le temps et les ressources nécessaires à l'analyse des données. Cela permet également de réduire le bruit et la redondance en supprimant les caractéristiques non pertinentes ou redondantes qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances du modèle. Enfin, cela facilite la visualisation des données en haute dimension, en représentant les données dans des dimensions inférieures pour une interprétation plus aisée. Section 8. La décomposition en valeurs singulières, ou SVD, dévoile les relations cachées entre les données, souvent invisibles à l'œil nu. La décomposition en valeurs singulières est une technique de factorisation matricielle qui décompose une matrice en trois matrices distinctes. A est égal à USV transposé, où A est la matrice d'origine. U est une matrice contenant les vecteurs singuliers gauche, qui représentent les directions principales des données. S est une matrice diagonale contenant les valeurs singulières, qui indiquent l'importance de chaque direction, et V transposé est la transposée d'une matrice contenant les vecteurs singuliers droits, représentant les relations entre les données. La SVD est étroitement liée à l'analyse en composantes principales, ou ACP, une autre technique de réduction de la dimensionnalité, et peut être utilisée pour la réduction de la dimensionnalité en sélectionnant les k premières valeurs singulières et leurs vecteurs singuliers correspondants, simplifiant ainsi les données tout en conservant l'essentiel de l'information. La SVD a des applications dans les systèmes de recommandation, aidant à prédire les préférences des utilisateurs, l'identification des préférences des utilisateurs et la recommandation d'articles pertinents, et la compression d'images, réduisant la taille des images sans perte significative de qualité, ce qui est crucial pour le stockage et le partage efficace des données visuelles. Section 9. Le T-Distributed Stochastic Neighbor. Embedding, ou TSNE, visualise les données en haute dimension. Le T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding est une technique non linéaire de réduction de la dimensionnalité qui excelle à visualiser des données en haute dimension dans des espaces en basse dimension, généralement bidimensionnels ou tridimensionnels. Le TSNE préserve la structure locale des données, garantissant que les points proches dans l'espace en haute dimension restent proches les uns des autres dans la représentation en basse dimension. Le TSNE est particulièrement utile pour visualiser des ensembles de données complexes, comprendre les relations entre les points de données dans des espaces en haute dimension et identifier les clusters et les valeurs aberrantes, en visualisant les clusters et les valeurs aberrantes qui peuvent ne pas être apparents dans l'espace d'origine en haute dimension. Section 10. Application de l'apprentissage non supervisé. Les techniques d'apprentissage non supervisé ont de nombreuses applications dans divers domaines, notamment le marketing et la segmentation de la clientèle, le regroupement des clients en fonction de leur comportement d'achat, de leurs données démographiques ou de leur activité en ligne, la reconnaissance d'images et de la parole, l'identification de modèles et de caractéristiques dans les images et les signaux audio, la détection d'anomalies, la détection de transactions frauduleuses, d'intrusions dans le réseau ou de pannes d'équipement, et la bioinformatique et la découverte de médicaments, l'analyse des données d'expression génique, l'identification de cibles médicamenteuses et le développement de médicaments personnalisés. Section 11. Conclusion. Adopter la puissance de l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé offre des techniques puissantes pour explorer et comprendre les données sans s'appuyer sur des étiquettes explicites. Les algorithmes de clustering comme les K-moyennes et le clustering hiérarchique nous permettent de regrouper des points de données similaires, tandis que les techniques de réduction de la dimensionnalité comme l'ACP et la SVD nous aident à simplifier des données complexes et à découvrir des structures cachées. En adoptant la puissance de l'apprentissage non supervisé, nous pouvons obtenir des informations précieuses à partir de données non étiquetées et stimuler l'innovation dans divers domaines.